Refusant de hurler avec les loups, Jean-Luc Mélenchon considère donc que la politique n'est pas un dîner de gala et que nul ne s'en sort indemne. Cette conception réaliste de la politique, qui n'est pas dépourvue d'un certain cynisme, ne tombe pas du ciel. Mélenchon l'a forgée tout au long de ses 30 années de combat au sein même du PS. D'ailleurs, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on oublie que celui auquel il s'est le plus souvent opposé du temps où il complotait pour prendre la tête du parti, dont ils étaient tous les deux membres, c'est François Hollande, qui, lui, réussit à devenir premier secrétaire et à marginaliser ce trublion de Mélenchon qui l'insupportait. On peut dire qu'il n'y a jamais eu d'atome crochu entre Mélenchon et Hollande? Non. Non. Non, non, jamais. Jean-Luc, tu fais ton petit point de presse? Non, je passais, cher ami. Oui, oui. Je pense qu'il trouvait que c'était un techno, il trouvait que c'était pas assez un politique. Il n'a jamais profondément respecté. Fort heureusement pour lui, contournant l'hostilité de François Hollande et de quelques autres, le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon finit par s'y retrouver en mars 2000, devenant enfin membre du gouvernement Jospin. Certes, il ne fut alors que ministre délégué à l'enseignement professionnel, mais se retrouvant ainsi au cœur de l'État, Jean-Luc Mélenchon aurait eu mauvaise grâce à bouder son plaisir. Chaud et froid, hein. Froid là-bas au bout, chaud là-devant. Hein. C'est vous qui mettez des majuscules partout comme ça. Après une virgule, l'ancien prof de français que je suis est scandalisé. Hein. Bon, allez, à bientôt, jeune fille. Oui, j'étais très heureux dans mon rôle de ministre. D'abord parce que je me sentais profondément utile, comme peu de fois dans ma vie. Je suis un intellectuel, pas manuel pour dessous, hein, et j'ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour les machines, les métiers, que je suis incapable de mener et de comprendre comment on construit une carlingue, comment on fait marcher un système automatisé. C'était magique. C'est vraiment un des moments les plus heureux de ma vie, c'est sûr. C'était un très bon ministre. Il avait d'un seul coup la glorification du travail manuel, la grande noblesse de l'ouvrier, de l'apprenti, de celui qui fait avec ses mains. C'était pas une posture, c'était une conviction politique forte. Il a eu trop peu de temps et trop peu d'argent, sinon cette politique-là était la bonne. Tous les gouvernements suivants ont couru après avec de grands discours et peu d'actes. Il a failli être un très grand ministre, il lui a manqué du temps et des moyens. La suite est moins joyeuse. En 2002, Lionel Jospin se présente à l'élection présidentielle et contre toute attente, le voilà qui mord la poussière, battu au premier tour par Jacques Chirac et pire que tout, par Jean-Marie Le Pen. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Toute la gauche est KO debout et Jean-Luc Mélenchon plonge dans un état qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Je pense qu'il avait une certaine estime de Lionel Jospin. Et de voir cet homme politique battu de cette manière-là, ça l'a ébranlé. Il était dans la cour, ici, à Solferino, et il disait « je m'en remets pas, je m'en remets pas ». Et ça revenait sans arrêt comme un leitmotiv. J'arrive pas à m'en remettre, je m'en remets pas. De sa chute, j'ai tiré une déprime, la vraie, la maladie. Je suis tombé malade, tellement le fait m'a percuté et m'a paru tellement profondément injuste. Le corps, les affections, les amours, tout s'était écroulé autour de moi. Difficile de connaître la nature exacte de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle sa dépression. En revanche, il est possible de savoir quand elle se termina pour de bon, lors du référendum de 2005. Car la campagne qu'il mena alors en faveur du non au traité sur la Constitution européenne se révéla le plus efficace des traitements. S'opposer, comme la majorité des Français, à ce texte aussi abscon que libéral fut pour lui providentiel. D'autant plus providentiel que, ce faisant, il s'opposait également à la droite et à la direction de son propre parti, qui de la même voix appelait à voter oui. Le nom socialiste existe, il prend sa place dans le nom de gauche. Clairement, à l'époque, les derniers miasmes de la dépression, les derniers points d'attache se dissolvent. Pour moi, la bataille de 2005 a été un renouveau personnel de fond en comble et de mon enracinement dans mes convictions. Et j'ai d'abord été émerveillé par le niveau de connaissance et de formation des dirigeants. Quand vous êtes sur la même tribune que
Olivier Besancenot, Marie-Georges Buffet, combien d'autres comme ça, vous vous dites, waouh, il y a de quoi faire un parti extraordinaire. Hein. Et moi, je me suis refaçonné et définitivement mis à distance du PS, parce que je riais quand il pleurait, je pleurais quand il riait, et avec moi, combien d'autres. Quand j'ai adhéré au Parti socialiste il y a 30 ans, ce n'est pas comme si j'étais entré au monastère, n'est-ce pas? Je n'ai pas juré obéissance à je ne sais qui. Et un moment que je peux raconter, qui pour moi a été un effet déflagrateur, je suis dans la Somme, et on m'a invité pour une réunion sur le nom. Alors les gens sont venus, on a mis une petite estrade, il y a l'ancien combattant qui a fait un discours, il y a la secrétaire fédérale du Parti communiste, qui est une infirmière, qui a fait un discours, et puis il y a une salle remplie de gens. Bref, je suis dans une réunion populaire. Je me sens ridicule avec mon costume et mon air empesé de sénateur. Et quand mon tour vient de parler, je ne sais pas ce qui me prend. Au milieu du discours, je commence à leur dire « votez pour les châtiers ». Les importants, les belles personnes. J'avais fait toute une liste comme ça de mots, parce que c'était difficile. Comment nommer les autres? On ne pouvait pas dire la droite, il y avait les socialistes dedans. Votez, leur dis-je, votez, votez, votez pour les châtiers. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la salle. Tout le monde se lève et se met à crier. Ce moment est déflagrateur, parce que je me dis, mon Dieu, j'ai fait partie de ceux qui tenaient le couvercle sur ces gens qui sont là, et qui à cet instant, la porte est ouverte et leur énergie se lâche. Et je pense que je date de ce moment-là, vraiment ma rupture affective avec le monde duquel je viens. À ce moment-là, je ne suis plus le sénateur socialiste que j'étais. Je redeviens une de ces personnes qui mettent des petites laines sur la blouse. C'est la blouse de ma grand-mère, c'est l'habit des gens qui m'ont entouré. Je sais que je suis avec eux. En 2005, contre la coalition des belles personnes, le non triomphe et avec lui Jean-Luc Mélenchon, ivre de bonheur. Sa conviction est faite. Désormais, point de salut, sinon hors du Parti socialiste. Il a beaucoup regretté que les tenants du non de l'époque, on ne soit pas capable d'avoir renversé la table au sein du PS, alors que notre électorat avait été majoritairement à voter non. Il a espéré qu'on puisse sortir à plusieurs, sans doute, et ça ne s'est pas fait. Ensuite, je crois que sa décision était prise et il a cherché le moment opportun. Le moment opportun, ce sera 3 ans plus tard, la rupture définitive de Jean-Luc Mélenchon avec la vieille social-démocratie. En 2008, il annonce qu'il quitte le Parti socialiste et dans la foulée, crée son propre mouvement. Je sais que ce que je suis en train de faire est décisif, ça oui, je le sais, parce que c'est la première fois qu'il y a une scission du Parti socialiste depuis le départ de Jean-Pierre Chevènement. Et je sais que je ne ferai pas les erreurs d'isolement qu'a fait Jean-Pierre Chevènement. Et je sais au moment où je sors du PS que j'ai un allié qui m'attend dehors, qui est le Parti communiste de Marie-Georges Buffet. Je le sais, parce que nous en sommes convenus avant, parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu des signaux donnés. Bon, ce sont des choses très précises. Donc je sais que nous allons faire quelque chose qui va s'appeler le Front de gauche. Nous avons la certitude qu'il y a dans ce pays une gauche disponible, une énorme énergie disponible, pour affronter la droite et pas s'abstenir devant elle. Nous nous déclarons partisans de la formation d'un front de gauche. Ça veut dire très clairement que nous nous adresserons à tous ceux qui sont disponibles. Alors, pas de doute. Jean-Luc Mélenchon, le Mélenchon qui est aujourd'hui l'un des 2 ou 3 hommes politiques les plus populaires en France, le Mélenchon qui se retrouve de nouveau candidat à l'élection présidentielle, mais pour la gagner cette fois, le Mélenchon qui peut déjà se féliciter d'avoir bouleversé la donne à gauche, celui-là est vraiment né en novembre 2008. Libéré de ses entraves, métamorphosé par sa sortie du Parti socialiste, Mélenchon se sent pousser des ailes. Et à 57 ans, comme s'il n'avait plus une minute à perdre, il fonce tous azimuts. De même qu'il s'était fait élire sénateur dans une institution conservatrice qu'il combattait, il se fait élire député européen dans une Europe libérale qu'il veut chambouler. Il souhaite devenir incontournable à gauche et il y parvient en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, s'imposant notamment comme une véritable bête médiatique.